en tant qu'animal social et considérerait donc en réalité profondément, intrinsèquement à notre constitution, les protocoles d'échange intercellulaire qui sont la longue réalité de l'histoire de notre espèce humaine de développement progressif d'organismes mono à pluricellulaires. J'aimerais vous relire le passage de quelques chercheurs des années 50, comme par exemple ce que je vous avais précédemment cité, Marcel Violet, Le secret des patriarches, justement. Note de l'auteur parmi les premières pages. Selon moi, le cancer, entre guillemets, n'est ni une maladie pathogène, ni une maladie virale, mais un état pathologique. Car lorsqu'on se trouve en présence de virus au sein d'une tumeur, ceux-ci sont un effet et non une cause, la tumeur jouant le rôle d'abcès de fixation. Le cancer est, je crois, une maladie de carence, comparable au scorbut, dont un état pathologique qui ne peut être amélioré que par la disparition de la cause. Or, la cause serait une anarchie de cellules provenant d'un dérèglement de l'élément jusqu'ici ignoré, qui est à la base de leur discipline de croissance, c'est-à-dire d'une carence des ondes biologiques d'origine cosmique qui sont à la base même de la vie. Bien évidemment, formulé comme ça aussi succinctement, vous aurez l'impression d'un gourouisme à nouvelle machine à rayonnement quantique et tutti quanti. Mais je vous assure que l'auteur parle de recherches bien plus abouties que cela, j'essaie juste de vous y intéresser. Il s'agit en réalité de partie du spectre de longueur d'onde micrométrique assez puissamment étudié par l'auteur dans les gammes de leur interaction en fait électromagnétisable préalable et dans le fait d'en tirer tout un tas d'effets et d'applications. Euh, Page 53, il poursuit dans sa thèse analytique de la factualité potentielle de la chose comme processorante dans sa prospective sur les conditions premières chronologiques et donc les plus vieilles réalités des couches successives de composition de ces protocoles d'échange intercellulaires. Il paraît qu'à l'époque où la vie se manifesta, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, les hautes températures l'ayant fixé sous forme d'oxyde de différents corps ou d'eau. Et sur ce point, il se trouve que c'est également aussi la thèse d'un autre chercheur, René Quinton, développeur du plasma de Quinton, qui lui aussi considérait que les conditions d'apparition d'origine de la vie étant légèrement plus chaudes, les mammifères avaient tendance en fait à vouloir y retourner et que c'était une condition intrinsèque de la condition notamment plasmique liée à la température du corps humain puisque euh, ayant une relation hypersensible de lien de causalité entre la propagation électromagnétique cardiovasculaire et les conditions de pression et de température interne au corps humain. Bref, je ne vais pas vous faire l'intégralité du détail de ma thèse personnelle, mais je voulais vous en donner les éléments pour alimenter plutôt son versant psychosocial particulièrement intéressant. Et si l'agisme était une chimère? Et si il n'était mu que par le fait que, par certitude d'un établissement de l'histoire vers lequel nous sommes systématiquement orientés, nous nous emballerions au passage dans une dimension qui pourrait être, tout en l'accompagnant, vertueusement rectifiée, c'est-à-dire sublimamment, c'est-à-dire sublimée au participe présent, sublimante de l'état de reproductivité du fait de s'empoisonner les uns les autres par le pouvoir de l'esprit sur la matière qui, lorsque pensée de façon complexe dans les réciprocités psychosociales et donc psychomimétiques inconscientes, somatisant les effets des acceptations non traitées directement inconscientes des perceptions d'autrui sur notre propre situation. Car en effet, pourquoi sommes-nous inquiets de devoir absolument attribuer un âge à nos personnes lorsqu'il s'agit d'autrui? Parce que nous recherchons profondément la vérité de la possibilité de leur faire confiance. Confiance. Et que donc, c'est la prédativité en réalité qui nous menace dans sa potentialité. C'est un long rapport de perte d'émancipation
camouflée par l'autonomie critique du fait d'avoir dépassé le stade de nos existences où, en tant qu'enfants, nous sommes de strictes éponges mimétiques reproductives des exemples faits autour de nous lors de l'acquisition des premiers réflexes de survie. C'est pratiquement commun à toutes les espèces animales de la planète. Mais on peut s'interroger sur le rôle de la non-sublimation de l'angoisse existentielle dans le fait d'être premièrement mu dans la perception d'autrui. C'est un rapport prédatif en réalité, c'est un instinct de phagocytation. Quelle projection de dépravation potentielle sera la plus facile à chasser pour s'auto-subsister? C'est donc un rapport carnaliste. C'est un rapport en réalité énergétique, puisque une hyper-efficience de calcul anticipateur, du ratio calories dépensées, calories acquises par la réserve de phagocytation proto-cannibaliste possible. Mais cette instinctivité-là est-elle sage? Cette instinctivité-là est-elle indépassable? Cette forme primaire de boulimie psychocomportementale est-elle éclairée? Ou est-elle le piège de la seule infrarougité intérieure du type de longueur d'onde lumineuse qui nous anime à l'éclairage permanent du dieu soleil? Et si nous étions suffisamment apaisés dans nos réalités quotidiennes, y compris jusque dans la détente de nos corps, émancipés des contraintes par le travail dans ses diverses natures, et donc totalement défaits de ces quelques douleurs persistant suffisamment longtemps pour commencer à être ignorés de nos psychés de par les priorités supérieures de nos journées, mais continuant de s'exprimer néanmoins, puisque notre capacité de s'en apercevoir dès que nous prenions quelques repos et s'offrir quelques journées de ne rien faire jusqu'à constater la différence de cette absence, par exemple, de courbatures ou de rémanence de tensions musculo-squelettiques diverses, et leur interaction avec la profondeur d'apaisement de notre psyché préalable à toute nouvelle interaction dans cette journée nouvelle, de repos fort bien disposé. Imaginez que ce rapport d'anxiogénéité psychomusculaire préalable soit dégagé dans le fait de porter un regard sur une nouvelle personne. Imaginez que nous soyons suffisamment préalablement tranquillisés pour être mieux disposés au risque que cette personne puisse éventuellement nous balader. Après tout, une société apaisée peut parfaitement offrir la facilité de l'expérience d'autrui à ses propres erreurs, sans que cela ne nous dévaste tant. Et si le rapport d'y être beaucoup trop nécessairement accroché était une des conditions d'ensemble du fait que nous raccourcissions endémiquement, tendanciellement, nos espérances de vie les uns les autres par de mauvais fondamentaux de société. C'est une thèse absolument intéressante de médecine psychosociale générale. Et pourtant, elle semble totalement évacuée par le projet néolibéral techno-autoritariste. Pourquoi attaquer premièrement l'hôpital public? Cela ne peut pas être l'alliance vertueuse de la technologie et de la culture. Or, si le projet d'une économie n'est pas culture, en quoi est-elle humaine? Puisque l'humanisme se voulant l'héritier supplémentairement éclairé de la chrétienté, il en oublie le vieil adage « croissez et multipliez ». C'est-à-dire que l'individuation de l'humanité faite humaniste prend le pas sur la complétude psycho-environnementale. Or, c'est une déformation des premiers enseignements bibliques
croissez et multipliez. Comme vous goûterez de toutes les plantes, etc. C'est intéressant de questionner la perte potentielle de sens de ces enseignements antédiluviens. Parce qu'elles peuvent être une formidable occasion de s'interroger aussi sur les phénomènes d'acculturation, de l'emprisonnement du matérialisme sur nos prédestinalismes conceptuels. À ce moment-là, nous perdons notre relation d'ascendant du pouvoir de l'esprit et du triomphe de la faculté de concept sur la matière pour finir par s'en faire conditionner psychocomportementalement et non l'inverse. Or, toute l'histoire de l'humanité est faite de réalités ontologiques. C'est le propre de l'espèce, le lien avec l'outil. L'humanité est-elle l'humanité sans son avantage conceptuel? Aussi, n'est-il pas potentiellement possible cet outil formidable que l'évitement de s'interager? Imaginez que ce que nous ne véhiculions dans ce rapport de nécessité, de certitude, d'agisme d'autrui pour notre propre sécurisation personnelle, trop inconsciente, soit le véhicule infernal de notre propre adressage les uns les autres du dépopulationnisme général. Et si le premier moyen que chacun mène véritablement sa véritable espérance de vie, soit le fait que sa vie soit possible détachée légitimement, incompressiblement du travail. Or, si nous considérons l'évolution entre les deux constitutions françaises, celle de 1789 et celle de 1948, nous observons que le rapport au travail change. Observez bien la différence entre les différents articles. Et que donc, la légitimité d'existence au monde de l'individu devient de plus en plus soumise à celle de la justification par les économistes de l'employabilité utile socialement. Quelle ségrégavité, j'ai vraiment du mal à articuler, m'envoyez pas, je fais des grosses journées de veille. Quelle ségrégativité productiviste. Mais alors, quand l'injonction à l'hyper-efficience, en réalité, s'apaise-t-elle par la capacité de choix de notre affranchissement de celle-ci? N'est-ce pas le problème que nous avons de la considération actuelle de la retraite? Un affranchissement pour bons et loyaux services. C'est un rapport post-esclavagiste. Ce n'est pas un rapport de fondamentalité, de légitimité, de choix d'existence basé sur la valorisation du libre choix comme meilleure condition psychosociale du meilleur de l'inspiration. C'est donc potentiellement le premier frein à la créativité pertinente. Que la contrainte psychosociale stéréotypique soit la première limitation non perçue de l'aboutissement complet de notre intelligence. Essayez de considérer ça comme la bride du développement maximum avant la phase de prototypage d'un projet. Quelle amputation du génie collectif monumentale. Ce serait hyper intéressant de travailler là-dessus.